Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur VOA Afrique où nous recevons monsieur Denis Kadima qui est le président de la commission électorale de la République démocratique du Congo. Il est avec nous dans ce studio à Washington DC. Monsieur Denis Kadima, bonsoir ou bonjour. Bonsoir Marius. Merci beaucoup d'accepter de vous prêter à nos questions. Nous allons certainement aborder plusieurs thèmes relatifs au prochain cycle électoral dans votre pays, la République démocratique du Congo, notamment la feuille des routes que vous avez établie, la question de délai constitutionnel, du financement et de la mutualisation du processus électoral dans votre pays, la République démocratique du Congo. Je rappelle donc à ceux qui nous regardent qu'avant d'occuper ce poste du président de la CENI, vous avez été directeur du référendum des élections mis en place par l'ONU au Soudan, conseiller technique du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, en Tunisie. Vous avez travaillé avec différentes missions d'observation avec l'Union européenne, la CEDEAO, encore la SADC, où vous avez participé à plus de 80 processus électoraux, notamment au Soudan, en Tunisie et plus récemment en Côte d'Ivoire, où vous avez conduit la mission conjointe avec Carter Center lors de la présidentielle d'octobre 2020. Et donc, même ceux qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le choix de votre personne sont tous unanimes sur vos compétences. Sur base de toute cette expertise que vous avez accumulée au fil des années, Monsieur Kadima, les Congolais peuvent-ils espérer des meilleures élections que celles de 2006, 2011 et 2018 ? Merci d'abord Marius pour l'opportunité. Je pense que notre aspiration, c'est d'avoir des bonnes élections, parce que c'est important qu'un pays aille d'une élection à l'autre s'améliorant, parce que c'est ça les attentes, ça fait partie des attentes de la population congolaise. Mais évidemment, dire qu'elles seront meilleures comparées avec les élections précédentes, ça serait un peu prétentieux, parce que ceux qui m'ont précédé ont travaillé dans un certain contexte, et moi, je suis aussi dans un nouveau contexte, mais tout compte fait, je pense que j'apporte une expérience comparative assez remarquable parce que, ayant été dans tous ces pays, il y a des bonnes pratiques électorales internationales que je peux apporter à la RDC pour que les élections soient beaucoup plus acceptables. N'oubliez pas que depuis 2006, quand nous avons eu nos premières élections, jusqu'en 2018, il y a eu beaucoup de contestations. Évidemment, les politiciens parfois n'acceptent pas la défaite, mais nous devons faire en sorte que même celui qui a échoué puisse se rendre compte, même s'il ne peut pas l'avouer, mais qu'il se rende compte qu'il n'y a pas eu tricherie, il n'y a pas eu ce genre de pratiques que nous rejetons tous. Donc, ce que nous pouvons apporter, c'est cette expérience-là, afin que le Congo puisse avoir des élections meilleures à celles qui ont été jusque-là. Et cette expérience-là, on peut imaginer que l'expérience que vous avez, que les élections soient meilleures que les élections précédentes dans votre pays. Nous aspirons à ça. Nous aspirons parce qu'il faut évoluer. Il faut bâtir sur tout ce qui est positif que les autres ont fait avant nous. Nous devons bâtir sur ça pour avoir des élections bien meilleures. Alors, je rappelle que les élections dans votre pays devraient se tenir l'année prochaine, donc en 2023. Sur une chaîne locale, vous avez affirmé ceci, je vous cite, la lenteur dans la mutualisation des opérations d'identification de la population, de recensement de la population et de l'habitat, ainsi que de l'enrôlement des électeurs et des natures à retarder le processus électoral déjà soumis aux contraintes de délai constitutionnel. Est-ce que cela veut dire qu'on va tomber dans un glissement des échéances électorales l'année prochaine? En fait, je faisais une analyse des risques que nous courons, parce que dans toute gestion de projet, il faut toujours penser aux risques auxquels on est exposé. Et la mutualisation consiste à combiner les opérations que vous avez citées là, notamment le recensement de la population et l'inscription des électeurs. Évidemment, ça signifie c'est une population beaucoup plus accrue. Quand on fait les élections, c'est pour les personnes qui ont au minimum 16 ans. Mais quand on fait le recensement de la population, vous devez ajouter à cela les personnes de 0 à 15 ans, qui constituent presque 50% de la population, hein, ceux qui ont 0 à 15 ans. Mais tout ça, monsieur Kadima, ce sont des excuses pour dire non. Il y a possibilité que les élections ne soient pas tenues en 2023. Il faut toujours penser au risque. Ce risque existe quand même. Le risque n'est jamais zéro, il n'est jamais néant. C'est comme on a cette émission, je vous ai dit que j'allais venir,
Mais il y avait toujours un petit risque que je ne vienne pas. C'est la même chose. Mais nous allons minimiser ce risque-là. Le glissement, comme je l'ai dit à d'autres occasions, ce n'est pas quelque chose que nous envisageons. Mais le risque existe. Le risque existe parce que c'est une œuvre humaine. Oui, mais ce n'est pas... En fait, si le risque est là, mais la probabilité, nous allons réduire la probabilité parce que nous allons nous mettons au travail pour que ça n'arrive pas. Et pour les élections présidentielles, la Constitution de votre pays prévoit que le scrutin devrait se tenir 90 jours avant l'expiration du mandat du président, ce qui veut dire théoriquement au 24 octobre 2023, soit selon mes calculs, dans 1 année et 8 mois à compter d'aujourd'hui. Va-t-on y arriver, M. Kadima? Absolument. On travaille. Vous avez vu la feuille de route que nous avons publiée. Elle donne toutes les étapes pour arriver à cela. Et au moment où je vous parle ici, nous sommes vraiment en plein déploiement pour mener toutes les activités qui sont sur la feuille de route et nous sommes optimistes que ça va arriver. Est-ce que le recensement est-il un préalable pour l'organisation des prochaines élections dans votre pays? Non, ce n'est pas un préalable. Pourquoi? Le recensement de la population, ce n'est pas un préalable. Pourquoi? Pourtant, ça fait des années qu'on essaie à faire ces recensements, mais ça n'arrive jamais. Non, il faut le faire une fois pour toutes. C'est idéal d'avoir le recensement de la population pour dénombrer notre population, savoir où elle est localisée, donner à chacun une carte d'identité. Ça, c'est vraiment l'idéal, on devrait faire cela. Mais la loi actuellement telle qu'elle est stipulée, les élections sont précédées par l'inscription des électeurs à qui on donne une carte d'électeur et ils votent. Mais l'idée de faire le recensement, c'est pour résoudre un problème qui a beaucoup duré, c'est-à-dire depuis 1984, le pays n'a pas eu de recensement, il n'y a pas une carte d'identité. Donc, nous, en tant que CENI, nous avons exprimé notre engagement à appuyer les autorités du pays à pouvoir réaliser ce projet à travers les moyens dont dispose la CENI. Mais il n'y a pas de conditionnalité par rapport à ça. Alors, parlons des préalables financiers maintenant. Avez-vous une idée de ce que vont coûter les prochaines élections en 2023? Je n'ai pas une idée totale parce que le budget, en fait, notre budget émarge au budget de l'État. Nous avons une idée du budget pour l'année 2022. Et l'année prochaine, nous aurons aussi un autre budget pour 2023. Donc, c'est ça. Donc, le budget global, on ne l'a pas encore. Mais le budget pour 2022, nous l'avons. Alors, le ministère des Finances affirme que le gouvernement vous a déjà octroyé plus de 37 millions de dollars pour le processus électoral, alors que vous affirmez ne rien avoir reçu. Qu'en est-il? Oui, je pense que c'était un malentendu. Il est possible que le gouvernement ait débloqué 37 millions. Possible ou vous savez que le gouvernement a débloqué? Non, je n'ai pas compté, mais je dis que c'est possible dans ce sens que une bonne partie de cet argent, si pas la grosse partie, est allée payer les salaires, les frais de fonctionnement, les arriérés des salaires, parce que nous avons trouvé les agents impayés pendant... Enfin, ils avaient des arriérés qui s'accumulaient au-delà de 10 millions, peut-être entre 8 et 10 millions, et nous sommes battus pour ça. Donc tout ça, ça fait partie de ce que le gouvernement a apporté. Mais en ce qui concerne le financement des opérations. Parce qu'il faut comprendre une chose, une commission comme la nôtre vit des dotations gouvernementales qui couvrent principalement 4 rubriques. Les rémunérations, le fonctionnement, les investissements et les opérations. Et les élections proprement dites se font avec le financement des opérations. Et jusque récemment, nous n'avions pas encore eu quelque chose. Mais entre-temps, l'argent est arrivé. Et nous sommes mis au travail avec beaucoup plus d'envergure. Donc, vous ne vous contredisez pas qu'à l'époque, quand vous l'aviez dit, vous n'aviez encore rien reçu? En fait, c'était une coïncidence assez bizarre. Oui. L'interview a eu lieu le 11 oui. Et le transfert a été effectué le même 11, un peu plus tard dans la soirée. Vous voulez dire que c'est une coïncidence ou c'était l'effet de ce que vous avez dit? Non, je pense peut-être que c'était, comme ils ont dit, c'était dans le pipeline. Okay. Mais moi, j'ai expliqué une situation en ce moment-là. Et puis, l'argent est arrivé. L'argent est arrivé dans le compte le 13 ou le 14 février. Alors, l'une des raisons que j'ai suivi le ministre de Finances, il envisage, dans les jours qui viennent, de payer directement les fournisseurs de la CENI, au lieu de vous donner à vous des moyens de faire vos dépenses. N'est-il pas là une entrave à l'indépendance, justement, de votre institution?
Bon, je ne l'ai pas entendu dire ça, mais si tel était le cas, je pense que c'est pas comme ça que l'autonomie financière de la CENI est conçue. Nous avons la personnalité juridique en tant qu'une institution d'appui à la démocratie reconnue dans la Constitution. La loi organique de la CENI parle de notre autonomie financière et administrative. Je pense peut-être qu'il a expliqué ça dans un autre contexte, mais nous sommes... personne ne peut effectuer des paiements pour nous. Tout ce que le gouvernement peut faire, c'est de nous donner une dotation. Et nous utilisons cet argent et quitte aux autorités parlementaires, donc l'Assemblée nationale, de contrôler le travail que nous avons fait. Mais pour vous, il n'est pas question que le gouvernement paye vos fournisseurs. Ça serait une violation de la loi. Je ne pense peut-être pas qu'il a dit ça dans ce contexte-là. Ouais. Alors, vous avez également sollicité l'encadrement de l'Inspection générale de finances et l'IGF a d'ailleurs dernièrement lancé une mission d'enquête à la CENI pour s'assurer de la gestion des fonds alloués par le gouvernement. Qu'est-ce qui motive cette décision? Est-ce qu'il y a déjà des soupçons de corruption chez vous? Non, en fait, j'ai entendu parler de la déclaration de l'IGF, mais si vous avez suivi l'actualité chez nous, l'IGF, son chef, m'a rendu visite à la CENI pour qu'on ait des entretiens. Parce que depuis longtemps, j'étais en contact avec lui, mais on ne parvenait pas à se voir. D'abord, je dois clarifier que la CENI est redevable à l'Assemblée nationale. Celle-ci contrôle nos finances à travers la Cour des comptes. Ce n'est pas à travers l'IGF. Mais l'IGF, c'est une structure de l'État qui fait un bon travail. Nous avions pensé pouvoir bénéficier de son expérience, que ces inspecteurs puissent venir et avoir des échanges avec nos équipes. Ce n'est pas vraiment un problème de contrôle, c'est un problème d'échange d'expérience. C'est ce que nous avons fait parce qu'en fait, notre motivation, c'est que la CENI d'aujourd'hui et de demain soit reconnue par la qualité du travail électoral qu'il fait, pas par les scandales financiers dont elle est accusée. Et l'IGF était une bonne place où on pouvait se rendre pour leur dire, venez un peu, qu'est-ce que vous nous conseillez par rapport à ceci ou cela. C'était une démarche, en fait. C'est une mission de conseil, et vous les avez eu, ces conseils? Non, en fait, on n'a pas pu se voir à l'époque où on se cherchait, mais maintenant, on s'est mis d'accord de se voir pour un peu déterminer ce qui est possible. Parce que même, quel que soit ce que nous allons faire avec l'IGF, il faut que ça cadre aussi avec la loi. Nous ne pouvons pas donner l'impression que nous donnons à une institution relevant de la présidence le pouvoir de la Cour des comptes. Nous devons tenir compte de tous ces équilibres-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'intention, c'est de nous ouvrir. Nous sommes réceptifs au conseil de ce genre-là parce que ce que nous voulons, c'est une transparence. Mais pas pour une enquête pour voir si les fonds publics sont bien gérés? Par la Cour des comptes, oui. Mais pas par l'IGF? L'IGF ne peut pas faire ça. Ce n'est pas dans ses prérogatives. Avec la CENI ou avec tout le monde? Avec la CENI. Avec la CENI. Avec la CENI, c'est pas... l'IGF ne peut pas venir vous contrôler? Non. Ok, très bien. Alors, en 2006, on était à près de 500 millions de dollars. Vous allez me corriger si mes chiffres ne sont pas corrects. En 2011, près de 700 millions de dollars. Et en 2018, c'était 1,3 milliard pour organiser les élections en République démocratique du Congo. Et le Premier ministre, dernièrement, a appelé à la rationalisation du budget des élections, eu égard des expériences de 2006, 2011 et 2018. Qu'en pensez-vous? Oui, en fait, tout le monde doit faire un effort pour que le budget de la CENI ou de toute autre institution soit assez contenu. Il faut noter qu'en 2006, ce qui fait combien d'années maintenant? Ça fait 14 ans peut-être, oui. ou 16 ans. Ça fait 16 ans. Parce que le coût des élections, il faut calculer par électeur. Donc, si c'était 500 000, et n'oubliez pas que c'était 500 000 avec l'apport, il ne faut pas oublier l'apport de l'extérieur. Si l'État a contribué 500, l'autre partie est venue d'ailleurs. Ce que je veux dire ici, c'est que la population n'est plus la même. C'est-à-dire, même maintenant, quand nous faisons nos projections autour de 50 millions d'électeurs. À l'époque dont vous parlez, 2006, il y avait 27 millions d'électeurs projetés. Vous voyez donc, d'abord, il faut comprendre qu'il y a, normalement, il y aura une évolution du coût. Okay. Cependant, la question que vous posez, c'est celle de savoir si on doit continuer à avoir des budgets aussi importants. Non, il faudra pouvoir minimiser le coût. Et il y a plusieurs façons de le faire pour minimiser ces coûts. Donc, nous sommes parmi ceux qui pensent que les coûts doivent être revus à la baisse pourvu que tout soit fait à temps. Parce que vous comprenez,
quand un processus commence tardivement et qu'il faut l'accélérer, on est obligé d'en augmenter les coûts en multipliant le nombre de matériel, de personnel et tout ça. Finalement, on revient au même. Alors, vous avez beaucoup sillonné l'Afrique, Monsieur Kadima, et vous avez... Pensez-vous qu'il soit rationnel que la République démocratique du Congo dépense autant d'argent comparativement à d'autres pays? Non, en fait, c'est pas rationnel pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est que nous n'avons pas, à ce jour, un registre général de la population, dont nous n'avons même pas de carte d'identité. Parce que si on avait cela, les coûts, par exemple, d'inscription des électeurs, parce que les élections ont deux grands coûts, inscription des électeurs et les scrutins. Si nous avions un fichier de la population, la CENI n'organiserait pas un recensement de la population, une inscription, un enrôlement de la population. Elle allait extraire le fichier électoral du fichier général de la population. Donc, ça serait un coût qui serait balayé. Mais aussi, nous avons tendance enfin, le pays a tendance à financer les élections électorales, qu'est-ce que je dis, les opérations électorales à travers le budget annuel. C'est un coût énorme. Normalement, qu'est-ce qu'on fait? On met de côté de l'argent selon le cycle électoral. Chaque année, on dit par exemple, on met de côté 100 millions ou moins, selon ce qu'on a. Et si vous faites ça sur 5 ans, vous n'allez pas sentir le coût de vos élections. Donc, il y a beaucoup de choses à refaire. Mais quand on ne fait rien, parce que la commission a été nommée en retard, parce qu'il y a tout plein de raisons, finalement, vous vous retrouvez débloquant un gros montant. Et ce montant doit venir du budget. Ça met beaucoup de pression sur le gouvernement. Bon, il y a moyen de mieux faire. OK. Alors, aux dernières élections, il y a eu des problèmes autour des opérations de dépouillement et de procédures de compilation. Et les cycles électoraux passés n'ont pas respecté la compilation bureau par bureau. Monsieur Kadima, quelles sont les garanties que vous pouvez donner au peuple congolais pour les prochaines élections? Bon, ça sera d'abord ma parole. Je promets que les résultats des élections seront ventilés par bureau de vote. Et puis, nous avons déjà permis aux observateurs de s'organiser et d'être accrédités dès le début du processus. Donc, ça sera à eux de s'organiser. Ils viendront, ils auront l'accréditation. Ils peuvent voir comment nous travaillons. Et donc, en fait, nous allons être ouverts. Nous allons assurer la transparence du début du processus jusqu'à la fin. C'est ce qu'on peut donner comme garantie. Alors, les élections à travers le monde, comme vous le savez, aujourd'hui ne sont plus comme avant. Et depuis l'avènement des médias sociaux, les électeurs peuvent être informés en temps réel du vote. Évidemment, ceci ouvre également la porte à des manipulations. Quelle est votre position sur la façon de gérer justement ce jour critique de comptage afin que les Congolais aient une confiance maximale dans le processus par rapport aux résultats? Oui, j'ai parlé plutôt de transparence. Il faut que les résultats soient traçables. C'est-à-dire, si vous faites le total des résultats publiés par bureau de vote, vous devez arriver aux résultats pour la circonscription. Et si vous faites l'ensemble des circonscriptions, vous arrivez aux résultats pour la province, ainsi de suite, jusqu'au niveau national. Oui, mais vos prédécesseurs, je veux dire, les derniers processus électoraux ont montré que oui, c'est que dans les papiers. Ça n'a jamais été fait bureau par bureau. Il y a eu des raisons qui ont été avancées. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas exactement des résultats bureau par bureau. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que vous pourriez faire ça? Bon, d'abord, je ne peux pas répondre pour mes prédécesseurs. Je ne sais pas. D'accord, mais qu'est-ce que moi je vous ai dit, faire? Tout ce que je ferai, c'est publier bureau de vote par bureau de vote. Et qu'est-ce qui arriverait si vous ne le faites pas? Bon, ça serait scandaleux. Est-ce qu'on peut dire que, permettez-moi d'en arriver jusque-là, si jamais on ne le fait pas, donc on ne peut pas croire aux résultats que vous allez publier? Si on ne le fait pas, ça sera difficile de croire à la véracité des résultats. Parce que qu'est-ce qu'on cherche quand on publie par bureau de vote? C'est pour que, j'ai dit, que ça soit traçable. C'est pour que tout le monde puisse vérifier. Donc, et c'est la seule façon que moi je sais. C'est comme ça, dans ma conception, c'est comme ça que les élections doivent se faire et les résultats publiés.
Je voudrais juste revenir sur ça parce que je pense que c'est très important, Monsieur Kadima, ce que vous dites. Donc, vous êtes en train de nous dire qu'en 2023, si jamais les élections ne sont pas recomptées bureau par bureau, les résultats ne sont pas connus, bureau par bureau, nous ne devrions pas croire aux résultats de ces élections. Ça serait une anomalie si je vous donnais les résultats globaux sans vous en donner les détails. Ça serait vraiment une anomalie. Parce que on ne peut pas parler de transparence si les gens ne sont pas capables de faire les totaux et arriver aux chiffres que nous avons déclarés. La question que je vais vous poser, peut-être ça va être l'avant-dernière question. C'est une question très personnelle, Monsieur Kadima. Partout dans le monde, et particulièrement en Afrique, nous avons vu des situations où tout le destin d'un pays repose sous la décision de quelques individus, comme des juges de la Cour constitutionnelle ou des gens comme vous qui dirigent la commission électorale. Quel risque êtes-vous prêt à prendre pour être le garant d'un processus électoral crédible, libre et équitable? Êtes-vous prêt à sacrifier votre vie pour ça? Écoutez, quand j'ai pris ces fonctions, je savais que c'est un processus très compétitif et généralement, malheureusement, tous les coups sont permis. Mais j'étais arrivé à un stade de ma vie où je m'étais dit que je ne pourrais plus être spectateur. Je dois venir faire quelque chose pour mon pays. Et je dois vous dire que maintenant je le découvre, il y a une très forte pression sur le président de la commission à tous les niveaux. Enfin, quand je dis à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau du recrutement, au niveau des passations des marchés. Il y a beaucoup de menaces, il y a des gens qui essaient de vous intimider. Mais moi, je me suis dit, je savais que cela allait arriver. Et si je ne le fais pas, il ne faut pas que je me plaigne que la personne qui est là ne l'ait pas fait. Donc, je me suis dit, nonobstant les risques qu'il y a, moi, je vais jouer mon rôle en tant que patriote. Je ne vais plus agir de loin. Parce qu'avant, je venais, je repartais, mais je me suis dit, je vais vraiment mettre la main à la pâte. C'est des risques dont je suis conscient, mais je le fais pour mon pays. Je sais que c'est un honneur d'être le président de la CENI. Comment voudriez-vous qu'on se souvienne de votre mandat? Que le Congolais, que l'Afrique, que le monde se souvienne de votre mandat à la tête de la CENI, et quel héritage vous espérez laisser après votre passage à la CENI? Oui, nous travaillons d'arrache-pied. Je travaille d'arrache-pied pour améliorer la gouvernance électorale en RDC. Parce que j'ai vu tout ce qu'il y a eu comme problème dans le passé. Je me suis dit qu'il faut qu'on améliore notre façon de faire les choses. Il faut que nous nous érigions aussi en un modèle tout au moins sous-régional, sinon à travers le continent. J'aimerais qu'on se souvienne de moi comme cette personne qui a amené un peu plus de transparence, aussi bien dans la gestion électorale que dans la gestion des ressources. Parce que, qu'on vous le dise, même vous avez entendu des choses sur l'argent et tout ça, il y a rien de tel, au contraire. Nous sommes vraiment au travail pour améliorer les choses. Nous avons mis en place pour la première fois la cellule de passation des marchés pour que le meilleur l'emporte et que l'État ne dépense pas au-delà de ce qu'il doit dépenser. Nous avons mis en place une unité de contrôle interne qui fait un peu office d'audit interne. C'est pour améliorer. Donc, je vois qu'à cette jonction, c'est important que le pays puisse avoir beaucoup plus de transparence pour une gouvernance électorale de qualité. Ainsi, les générations futures pourront, elles aussi, bâtir sur ce que nous aurons fait. Peut-être la dernière question, M. Kadima. Votre élection a suscité beaucoup de réactions et de contradictions. Pourtant, vous êtes appelé à gérer cette institution qui doit mettre tout le monde ensemble. Qu'est-ce que, à votre niveau, vous êtes en train de faire pour amener cette confiance, notamment chez des gens qui ne vous supportaient pas, qui n'étaient pas d'accord que ce soit vous le président de la CENI? Bon, d'abord clarifier que dans ce type de processus, depuis les premières élections, aucun président de la commission électorale n'a joui de l'unanimité. Il y a toujours eu des problèmes. La différence entre les processus de sélection passés et le processus qui a abouti à ma désignation,
c'est qu'il y a eu beaucoup de publicité autour, et beaucoup de publicité et pendant longtemps. Autour de vous, parce qu'on dit que vous êtes un expert, vous êtes... Non, avant moi, il y a eu, parce que ce processus s'est fait en 2 temps. Il s'est fait en 2020 et le résultat n'a pas abouti parce que il y a eu, ça a été bloqué au niveau du chef de l'État. Ça avait fait beaucoup de bruit. Et puis en 2021, j'ai été effectivement, comme vous l'avez dit, désigné. C'est un processus qui était public et ça ne pouvait faire que du bruit. Mais pour répondre directement à votre question, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je ferai? Nous ouvrons la CENI, nous allons approcher ceux qui nous ont appuyés, et nous les approchons déjà, ceux qui nous ont appuyés et ceux qui ne nous ont pas appuyés. Parce que, comme je l'ai expliqué à une autre occasion, on ne nous a pas seulement rejetés parce qu'on ne voulait pas de notre tête, on nous a aussi rejetés parce que le système de désignation du président de la commission est une sorte de piège où les confessions religieuses sont appelées chacun à avoir son candidat et puis d'amener ce candidat-là à la table de négociation, essayant de le valoriser pendant qu'il dénigre le candidat de l'autre. Parfois, ça s'est fait publiquement. Et c'est dommage parce que finalement, ça déchire, ça divise la communauté. Il faudra qu'on réfléchisse à ça. On ne peut pas être à la fois juge et partie. Donc, il faudra le modèle lui-même crée cette atmosphère de méfiance, cette adversité extrême. Et finalement, les gens ont l'impression que ce qui est dit sur un candidat est réel, alors que parfois, c'est juste dans le cadre de la campagne, on doit descendre l'autre pour faire valoir les qualités de l'autre candidat. Alors, répondez à ma question. Alors, à votre question, j'ai dit, nous avons déjà pris des contacts. Nous venons de commencer avec les cadres de concertation. On a commencé avec la société civile, il y aura les partis politiques, nous irons avec les groupes des femmes, jeunes, confessions religieuses, de tous bords. Ça sera ceux qui m'ont appuyé, qui sont à 6, et ceux qui ne m'ont pas appuyé, qui sont à 2. Et je peux déjà vous dire qu'il y a des contacts informels qui se font à ce niveau-là, et ma porte sera grandement ouverte. Pas seulement ma porte ouverte, mais moi-même, j'irai vers eux. J'irai vers les catholiques, j'irai vers les protestants, j'irai vers les opposants. Tous, je vais les rencontrer. Et je suis persuadé que... Et pas le pouvoir? Le pouvoir, je vois déjà le gouvernement. Okay. J'ai vu déjà le chef de l'État plus d'une fois. J'ai vu le gouvernement. Il y a une réunion prévue avec le président de l'Assemblée nationale, avec le président du Sénat. Mais les partis politiques aussi, je vais les rencontrer. Rapidement, ça c'était vraiment une question que j'allais manquer. On parle de la mutualisation. Ouais. Et ça c'est vraiment une question pour le Congolais lambda qui veut comprendre les choses qui se passent. Mais quand vous dites mutualisation, au fait c'est quoi? Et où est-ce que vous en êtes au fait? Vous avez beaucoup de dernières questions. Hein? Oui, juste la toute dernière, je vous promets. Oui, la mutualisation, c'est ce mécanisme que la primature a mis en place pour combiner le recensement de la population et l'inscription des électeurs pour minimiser les coûts et faire d'une pierre 2 coups. C'est-à-dire, on aura d'une part le recensement de la population avec le fichier général de la population, ainsi que les cartes d'identité données à tout Congolais. Et d'autre part, on aura un fichier électoral et avec la carte d'électeur donnée à tout le monde qui a le droit de voter. Mais maintenant, c'est un processus qui a commencé il y a longtemps, mais il n'a pas avancé suffisamment. Mais il est important qu'on ait quand même un dénombrement de notre population. C'est très important. Même nos politiques en dépendent. Mais malheureusement, avec les délais constitutionnels qui nous guettent, nous avons eu des difficultés à nous mettre d'accord sur la méthodologie. Mais l'idée d'obtenir ces 2 résultats est vraiment partagée. Et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Nous sommes toujours en consultation, mais entre-temps, pour ne pas perdre du temps, nous avançons parce que la commission électorale sera jugée par sa capacité d'organiser des élections de qualité et dans les délais constitutionnels. Monsieur Kadima, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi.
Je rappelle donc que vous êtes président de la commission électorale de la République démocratique du Congo et vous intervenez donc en direct avec nous. Vous êtes à Washington DC. On vous souhaite un bon séjour. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Merci de continuer à suivre le programme de VOA Afrique et merci de vous abonner très nombreux à notre chaîne YouTube VOA Afrique ou encore notre page Facebook VOA Afrique. Je vous retrouve très bientôt avec un autre invité exclusif. Au revoir.